Capital au XXIe siècle, j'essaye de raconter l'histoire du capital et du capitalisme depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est d'abord un livre d'histoire où j'ai essayé de répondre à une question qui est finalement celle posée par Vautrin lorsqu'il s'adresse à Rastignac dans le Père Goriot, où finalement il lui fait un tableau très noir de la structure des inégalités en France au début du XIXe siècle. En gros, Vautrin explique à Rastignac que l'étude et le mérite, les revenus qu'on peut avoir grâce à ces diplômes, finalement, ne mènent pas très loin par rapport au niveau de vie qu'il est possible d'atteindre en mettant la main sur un patrimoine. Et donc c'est une vision très très noire de la structure des inégalités dans la France de l'époque. Et la question à laquelle j'ai essayé de répondre, c'est tout simplement jusqu'à quel point c'est une vision justifiée pour la France du début du XIXe siècle, cette très grande importance des patrimoines, de l'héritage par rapport aux revenus du travail, et surtout dans quelle mesure les choses ont véritablement changé et pourquoi. On a l'impression quand même, quelque part, que le monde, malgré toutes les inégalités, malgré un discours parfois très pessimiste sur l'évolution de la répartition des richesses, on a quand même l'impression que le monde est un peu moins injuste qu'à l'époque de Vautrin. Et j'ai voulu, dans ce livre, essayer de voir, finalement, qu'est-ce qui a véritablement changé dans la structure des inégalités, dans la structure des patrimoines. Et la conclusion générale, c'est que beaucoup des améliorations ou des progrès qu'on a cru déceler au cours des derniers siècles sont en partie, peut-être pas le fruit du hasard, mais en tout cas le fruit de circonstances particulières. En particulier, on se rend mieux compte, je crois, quand on regarde les choses comme ça dans la longue durée, à quel point au XXe siècle, ce sont surtout des événements violents, à commencer par les deux guerres mondiales, qui ont changé la structure des inégalités et du patrimoine. Et que finalement, c'est pas tant un dépassement structurel du capitalisme qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, qu'une phase un petit peu transitoire de capitalisme de reconstruction, et où forcément les inégalités patrimoniales liées à l'héritage du XIXe siècle avaient disparu, mais avaient disparu en partie pour une raison qui n'est pas si bonne que ça, qui est qu'il y avait eu des destructions énormes de patrimoine, des chocs très violents. Et finalement, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on se rend compte qu'une partie de ces chocs, après des décennies de réaccumulation de patrimoine se sont dissipés. On se rend compte aussi que les périodes de croissance très très rapide des 30 Glorieuses étaient une phase transitoire, simplement liée à un rattrapage des pays européens, notamment sur les États-Unis, suite au retard de croissance, de pouvoir d'achat, d'entrée dans une société de consommation, le retard qui avait été pris pendant les guerres mondiales. Et une fois que ce retard a été comblé, on est revenu dans une phase où la croissance est lente, structurellement lente, et où donc les richesses issues du passé, les patrimoines issus du passé reprennent une importance qui est pas tout à fait celle dont parle Vautrin dans le Père Goriot, mais qui est pas non plus celle des 30 Glorieuses, qui est une situation intermédiaire que chacun voit bien, c'est-à-dire que chacun sent bien pour les générations actuelles que simplement avec son salaire, par exemple pour devenir propriétaire, non seulement dans les grandes capitales, mais aussi dans les grandes métropoles, l'héritage joue un rôle, les donations jouent un rôle qu'on croyait disparu pendant les 30 Glorieuses. Donc on a une forme de retour à des inégalités du passé. On a aussi des inégalités entièrement nouvelles, qui sont à l'échelle de l'économie monde du XXIe siècle, avec à la fois un espoir dans une fin de la pauvreté au niveau mondial, et en même temps des inégalités tout aussi démesurées que cet espoir, avec des fortunes individuelles aussi riches que des pays. Et donc dans ce livre, j'essaye de confronter ces espoirs et ces inégalités démesurées pour essayer de comprendre finalement dans quelle mesure et sous quelles conditions surtout le XXIe siècle sera aussi ou voire plus inégalitaire que le XIXe siècle, ou au contraire permettra de poursuivre la promesse un peu commencée au XXe siècle d'une société plus juste et d'un ordre social plus démocratique, plus méritocratique dans le fond.
La contradiction centrale du capitalisme et de la dynamique des inégalités que je pointe dans ce livre, malheureusement, n'admet pas de solution simple. Enfin, il y a des solutions, mais elles sont compliquées. Alors, d'abord, la contradiction fondamentale, elle vient vraiment de la relation entre le rendement du capital, c'est-à-dire le rythme auquel les fortunes issues du passé, les patrimoines accumulés se recapitalisent et progressent d'eux-mêmes, d'une part, et le taux de croissance. À partir du moment où on est à nouveau, comme au 19e siècle, au 18e siècle, dans un régime de croissance relativement lente, 1%, 2% par an, inévitablement, on a ce rendement du capital plus rapide que la croissance qui produit des inégalités assez démesurées. La solution n'est pas simple parce qu'elle exige un très haut degré de coordination entre pays. C'est-à-dire que pour pouvoir réguler cette dynamique du capital au XXIe siècle, les États-nations du XIXe siècle et du XXe siècle sont tout simplement trop petits. C'est-à-dire que c'est très difficile, par exemple, de taxer correctement les fortunes, au niveau mondial évidemment, ou même au niveau européen, en se plaçant d'un point de vue d'un pays pris isolément. Donc il y a des solutions, mais qui passent par l'Union européenne, ou l'Union nord-américaine, ou l'Union chinoise, enfin au niveau d'un bloc régional, il est possible de réguler cette dynamique, notamment par le biais d'un impôt sur les fortunes les plus importantes. Maintenant, pour des petits pays, et l'Europe est morcelée en des petits pays, parce que même la France, même l'Allemagne, à l'échelle de l'économie monde, sont des pays de petite taille, ça devient de plus en plus difficile d'agir seul. Et donc là, bon, s'il y a un message qui ressort du livre, c'est assez clairement la nécessité de dépasser les différends entre les pays européens et d'avoir une véritable union politique européenne pour défendre ce modèle social, ou tout du moins ce qu'il en reste, parce que le jeu de concurrence exacerbé entre pays mène naturellement à un monde qui risque d'être encore plus inégalitaire que les situations observées dans le passé.